Bonjour à tous. Le titre de cette session, c'est bien le cadre juridique et réglementaire pour guider l'engagement du secteur privé. Et le lien avec la session précédente est tellement simple et tellement pratique que je vais être très bref. En résumé, il y a un besoin d'électrification extrêmement important, des objectifs extrêmement importants, donc des besoins d'investissement extrêmement importants, et donc un besoin d'implication du secteur privé. Par ailleurs, lorsqu'on construit des centrales électriques, on construit des infrastructures qui sont appelées à durer plus longtemps que nous. Et donc, pour nous, la gestion de ces centrales électriques est fondamentale. La construction dure quelques mois, 1 an, 2 ans. La gestion dure des années et des années et des années et doit nous survivre. Donc, le cadre, dans ces conditions, le cadre juridique et contractuel est extrêmement important. Il doit être solide et il doit permettre aussi d'attirer les investissements privés. Donc, comment va se dérouler la séance ? Elle va commencer par M. Billy Chisambé, coordinateur à l'UCPPP, qui va faire un aperçu général du cadre des partenariats en RDC. Puis ce sera M. Abdou Dio, consultant pour l'ANSER, qui fera un point précis sur les possibilités, sur le panel des contrats possibles. Et surtout, nous espérons, nous souhaitons que la salle donne son avis, donne ses préoccupations pour que nous puissions enregistrer et avancer et mieux avancer. Entre les deux, je comprends qu'il y aura une vidéo, une petite vidéo. Donc, tout d'abord, M. Billy Chibambé, excusez-moi. Aïe. OK. Et Abdou Dio, cette fois-ci, c'est bon ? OK. Bon après-midi à tous. Donc, je suis donc M. Billy Chibambé, dont je suis le coordonnateur ou chargé de mission de l'unité de conseil de coordination du partenariat public et privé. Donc, je crois que vous avez tous compris, le DG de l'ANSER, M. Ideswald Moula et les autres acteurs qui m'ont précédé, que le partenariat public-privé est un thème qui est important pour ce forum. Donc, ensemble, en 5 ou 10 minutes, je vais vous inviter à vous promener avec moi à travers le cadre du partenariat public-privé en RDC. Donc, ça, c'est le plan de notre présentation. Donc, je vous laisse le découvrir. Au départ, on va se mettre d'abord d'accord sur le concept PPP pour qu'on soit sûr qu'on a le même langage. En fait, il n'y a pas une unanimité en termes de définition du PPP. Donc, les questions sont nombreuses et diverses pour définir ce même concept. Mais ce qu'on peut se dire, c'est que
en général, on s'accorde sur le fait qu'un contrat de partenariat public-privé est considéré comme un contrat administratif de longue durée. Donc, on peut déjà insister sur la durée. Donc, les contrats de PPP sont des contrats relativement longs, dans lesquels une entité publique confie à un partenaire privé. Donc, il y a ce principe de délégation, tout ou une partie de la conception, du financement, de la construction, de l'exploitation ou de la maintenance des infrastructures d'intérêt général ou des services, disons, publics. Bon, pour ceux qui me connaissent savent, donc vous allez comprendre bien, remarquer que je bégaye. Donc, il faut que ce n'est pas grave. Donc, s'il y a des phases où il y a du bégaiement, je reprendrai et vous allez sûrement très bien me saisir. Donc, c'est pour que je revienne sur la définition du partenariat public et privé. Il y a deux concepts clés, la durée et puis la délégation à un partenaire privé d'un certain nombre d'activités, de la co-conception jusqu'à la maintenance des infrastructures. Au niveau de la RDC, le gouvernement voulant tirer profit de l'apport du privé, attirer le secteur privé dans la mise en œuvre de son programme ambitieux d'investissement, pour d'abord chercher à avoir des infrastructures de plus en plus performantes et bénéficier de services publics de qualité, a mis en place un cadre juridique et institutionnel pour gérer le partenariat public-privé à travers la loi relative au partenariat public-privé qui a été promulguée en 2018. Cette loi crée un cadre attractif et avantageux pour le secteur privé de façon à attirer l'intérêt du privé dans les projets d'infrastructure. J'espère qu'à l'issue de la présentation de ce cadre que nous allons vous faire quelques après-midi, l'appétit du secteur privé dans le financement des infrastructures, de l'électrification et des services de l'électricité en milieu rural va croître. La loi qui a été mise en place, donc la loi relative au partenariat public-privé, présente plusieurs atouts. Dans le cadre des PPP, présente plusieurs atouts. Nous avons pris plus ou moins, disons, 5 atouts. Nous avons identifié 5 atouts. Le premier atout, c'est la sécurité et la stabilité des contrats de PPP. La loi sur le KPP a prévu pour rassurer ce secteur privé une protection des contrats de PPP, étant de connaître que les contrats de PPP sont des longs contrats qui traversent plusieurs législatures et plusieurs mandats. Donc, la loi a sécurisé ces contrats de façon à ce qu'un contrat de PPP, une fois qu'il a été signé, en suivant la procédure légale, puisse être protégé des changements, disons, à la tête des institutions, ou bien des changements des cadres institutionnels. Ça, c'est le premier atout. Le deuxième atout, c'est que le cadre des PPP en RDC privilégie la concurrence et la transparence dans les processus de sélection des partenaires privés. Le troisième atout est celui qui fait que le cadre de PPP RDC
assure une promotion de l'expertise nationale, l'expertise locale et le transfert de technologie, dans le sens que lorsqu'il y a une compétition, donc ce sont les offres qui donnent plus de part aux services privés locaux et au transfert de compétences, transfert de technologies, donc ont plus coté. Le quatrième atout, c'est que le cadre des PPKP en RDC privilégie la performance et l'efficience des prestations. On y reviendra tout à l'heure lorsqu'on va exposer ce qui est vraiment attendu du secteur privé. On attend du secteur privé et dans le cadre des projets des partenariats public-privé, une rationalisation des ressources. Et le dernier atout, il porte sur la protection de l'environnement et du social. Les projets de PPP, donc même si on délègue un certain nombre de responsabilités au secteur privé, les projets de PPP doivent être respectueux de l'environnement et du social. La loi sur le PPP a prévu 5 types, globalement 5 types de contrats de PPP. Les contrats de concession de travaux, les contrats de concession de services, les contrats d'affermage, les contrats de régie intéressée et les contrats de partenariat. Très, très rapidement, on va un peu, disons, voir ce qui différencie les différents types de contrats. Dans le contrat de concession, que ce soit des concessions des travaux ou bien de services, ce sont des contrats aussi de longue durée pour lesquels l'État concède à un concessionnaire un certain nombre de tâches. Généralement, le concessionnaire apporte l'investissement en totalité ou bien en partie, assure l'exploitation et la gestion sur la durée de la concession. Et généralement, il se fait rémunérer directement par les recettes perçues auprès des usagers. Il y a des formes de concession où, pour avoir des prix abordables pour le public, le gouvernement, donc le public peut procéder à des subventions. Et pendant toute la durée de la concession, les biens et les espaces appartiennent aux concessionnaires jusqu'à la fin de la concession. À part les quelques concessions, en fait, l'autre forme de contrat de partenariat public-privé, c'est les contrats d'affermage, dans lesquels, globalement, en fait, l'État confie l'exploitation d'une infrastructure ou bien d'un service, l'exploitation et la maintenance à un partenaire, disons, privé, qui en prend possession et organise toute l'exploitation avec ses moyens. Donc, il possède les infrastructures et il gère en payant un loyer à l'État, disons, le loyer qui en fait, revient au fait que le gouvernement ait mis à sa disposition des installations qu'il gère et exploite. Lui-même assure toute l'exploitation avec son personnel et ses moyens. Enfin, un type un peu différent de l'affermage, c'est la régie intéressée, où le partenaire privé assure la gestion, mais des moyens qui ne lui appartiennent pas, donc des moyens qui restent la propriété de l'État. Et le partenaire privé est payé sur base des performances, donc de la amélioration, disons, qu'il amène en termes d'exploitation. Donc,
il utilise les moyens qui sont mis à sa disposition par la partie publique. Il apporte sa valeur ajoutée en termes de gestion et d'amélioration des résultats. Le dernier type de contrat, c'est le contrat de partenariat, qui est un contrat assez particulier où l'État confie à un partenaire privé la conception et le financement, la construction et l'exploitation d'une infrastructure. Ça peut être des infrastructures administratives, ça peut être des infrastructures hospitalières ou bien scolaires. Et là, dans ce type de contrat, le partenaire privé est rémunéré uniquement directement par le gouvernement, donc par l'État. Et cette rémunération est généralement répartie en deux tranches. Une partie de rémunération, disons, qui est payée en ce qui est appelé rémunération basée sur la disponibilité de l'infrastructure, où en fait l'État paye pour l'infrastructure qui a été construite sur la durée, et une autre partie de la rémunération qui est liée à la performance. C'est là où je voudrais insister sur le concept important qui différencie les contrats de partenariat public-privé d'autres genres de contrats, c'est l'aspect performance. Donc le contrat de partenariat public-privé accorde une grande importance sur l'aspect de la performance obtenue. Là, nous allons un peu nous promener avec vous sur le processus de préparation de partenariat public et privé pour insister sur le fait que la réussite d'un contrat de partenariat public-privé dépend généralement de sa préparation. Donc, en fait, la préparation des contrats de PPP est disons, un volet qui est lourd, qui est très important. D'ailleurs, certains professionnels du secteur illustrent, en fait, paraphrasent un peu en disant les 3 P du PPP, c'est préparation, préparation, préparation. Donc, c'est dire que la préparation est très, très importante. En fait, les projets des PPP suivent un cycle qui commence d'abord au niveau de la sélection des projets. Donc, il faut sélectionner des projets qui sont, tels qu'on dit, disons, PPPables, donc des projets qui peuvent être exécutés, disons, en PPP. J'ai suivi tout à l'heure l'ingénieur Mike qui avait, disons, parlé du travail qui a été fait au niveau de l'UCM pour identifier un PIP, donc enfin un des, disons, projets. C'est le premier travail qui est fait d'identifier les projets qui peuvent être, qui présentent un avantage d'être exécutés sous forme de PPP. Et ensuite vient la structuration même du projet de PPP qui passe par l'identification des risques et leur répartition entre les différents acteurs, et ensuite une évaluation du projet lui-même qui passe par l'évaluation de la faisabilité du projet et la viabilité commerciale, l'optimisation des ressources, et puis évaluer aussi, c'est à ce niveau où on évalue un peu l'appétit du secteur privé. Ensuite vient la période de préparation et de passation du contrat. Et donc
tout le processus d'appel d'offres avec toutes les étapes qui sont prévues. Donc, je vous en fais grâce. Jusqu'à la conclusion finale du contrat, généralement, disons, contrairement aux autres types de contrats, les contrats de PPP sont conclus après négociation. Donc, après tout le processus de contractualisation, il y a une négociation finale qui se fait pour régler les termes aussi bien financiers que juridiques du contrat. Et bien sûr, après vient donc la phase d'exécution qui nécessite un suivi. Les projets de PPP qui ont réussi, donc l'expérience montre que les projets de PPP réussis représentent, présentent un certain nombre de caractéristiques. Pour qu'on ait un projet de PPP réussi, il faut qu'il y ait l'existence d'un besoin et donc d'une demande. Deuxième condition pour qu'un PPP soit réussi, il faut une bonne préparation. Donc, il faut que donc, la partie préparation soit bien menée. Pour qu'un PPP soit réussi, il faut aussi un appui politique suffisant, disons fort, important, et un accompagnement, une appropriation des parties prenantes. Pour qu'un PPP soit aussi une réussite, il faut que le processus de préparation de marché soit bien géré et qu'il soit, disons, transparent, ouvert, pour qu'on puisse bénéficier de l'efficience qu'on cherche. Enfin, pour qu'un PPP soit réussi, il faut que le contrat lui-même, une fois qu'il est signé, soit bien géré. Il faut qu'il y ait toutes les structures de suivi et qu'il soit accompagné pendant toute son exécution. Maintenant, on va s'adresser au secteur privé. Donc, j'ai cru comprendre dans l'introduction du DG de l'ANSER que donc, la salle est, disons, en fait, l'instance est à majorité des privés. Donc, dans le PPP, la partie publique s'adresse au privé parce qu'elle attend un certain nombre d'avantages que la partie privée peut apporter. Donc, les principales attentes qu'on a vis-à-vis du secteur privé, c'est d'abord une bonne capacité de mobilisation de financement. Je crois qu'en termes de financement, les privés peuvent mobiliser suffisamment de financement. Je suivais un peu, on a suivi tous la dernière intervention du président Emmanuel Macron lors du dernier sommet qui s'est tenu à Paris, où il a insisté sur le fait que à côté des financements traditionnels, donc on a besoin aussi de financement privé. Donc il paraphrasait un peu en disant, pour $1 qui est financé par les partenaires financiers et par le gouvernement, il faut qu'il y ait aussi $1 qui vienne des privés. Donc on attend de la partie privée cette capacité de mobilisation qu'ils ont. Ils sont meilleure mobilisation de ressources généralement que le gouvernement. Ce qui est aussi attendu du secteur privé, c'est l'innovation technologique. Je crois que les secteurs privés ont plus de maîtrise sur le plan technique et technologique. Cette maîtrise peut être apportée dans le cadre des contrats de partenariat public-privé. Ce qu'on attend aussi du secteur privé, c'est un peu cette rigueur, cette performance dans la gestion. Les privés gèrent mieux, peuvent faire plus, peuvent permettre d'obtenir plus de gains d'efficience,
peut obtenir des réductions de délais et plusieurs autres avantages. Et enfin, il n'y a pas meilleur créateur d'emplois que le privé. Donc, le privé aussi peut apporter de la création d'emplois. Donc, voilà ce qui est attendu du secteur privé. Bon, très rapidement, je vais disons, en fait, pour présenter un peu la collaboration qui s'est installée entre l'UCPPP. D'ailleurs, je profite pour remercier le DG d'Ancerda de nous avoir, non seulement de nous avoir associés aujourd'hui, mais de nous associer toujours. Donc, en fait, nous sommes comme dans un cadre où on a, disons, décidé de mutualiser nos efforts, Ancer et UCPPP, dans le cadre de la, disons, préparation des projets de PPP liés au service de l'électrification en milieu rural. Nous avons un protocole d'accord qui a été mis en place en février et nous sommes en train de travailler ensemble pour la préparation des projets, la structuration financière et juridique de ces genres de projets. Je crois qu'au finish, on va arriver à, disons, des modèles, hein, des modèles et des montages de ce genre de fichiers. Donc, je crois qu'Abdou va revenir en détail là-dessus. Rapidement, je crois que j'ai précisé les 10 minutes que je devais couvrir. Très rapidement, on va un peu voir quels sont les défis. Je crois que les principaux défis qu'on a, disons, en secteur de PPP, c'est le cadre opérationnel qui est encore à renforcer, que nous sommes en train de renforcer. Je peux déjà vous annoncer quelques, disons, en plus de la loi, donc nous avons préparé un décret qui sera signé bientôt, c'est le décret portant mesures d'application de la loi locative au partenariat public-privé, qui est un décret qui fixe l'ensemble du cadre, l'ensemble des étapes des processus de préparation des projets de PPP, de l'identification à l'exécution. C'est un décret qui sera vraiment très, très utile pour les différents acteurs. Et dans ce cadre-là, nous allons aussi faire plusieurs études. Il est prévu, avant la fin de cette année, de faire une étude sur l'élaboration de la stratégie de PPP en RDC et l'identification d'un portefeuille global des projets de PPP dans les différents secteurs. Les défis aussi du PPP en RDC, c'est juste qu'elle a une faible attraction du secteur, disons, privé. Nous en appelons vraiment à la participation du secteur privé. Nous avons un cadre qui est très propice pour vous, donc c'est l'occasion de recueillir, de demander plus de participation du secteur privé. Un autre défi que nous avons, c'est un faible appui du secteur bancaire local. Je ne sais pas si les représentants de nos banques locales commerciales sont ici. Je ne sais pas s'il y a au sein de nos banques actuellement ici un guichet spécial PPP, comme disons en fait le font les banques, nos partenaires techniques et financiers. Il faut qu'il y ait une approche spécifique PPP au sein de nos institutions financières. Donc, ce sont là les défis que nous devons relever dans le secteur de PPP. Très rapidement, on va un peu passer en revue les opportunités de PPP en RDC. Je crois qu'en RDC, la demande est là, elle est importante. 100 millions d'habitants,
c'est une de commandes qui est là et dans tous les secteurs de la vie. Dans ce secteur du transport, il y a des opportunités de PPP qui peuvent se faire aussi bien avec les routes à péage ou bien la concession des ports, des aéroports, des chemins de fer. Dans le secteur de l'électricité, nous y sommes. Donc, il y a, je ne reviendrai pas sur toutes les opportunités qui ont été présentées par l'ANSER et l'UCM. Dans le secteur de l'agro-industrie, je crois que l'agro-industrie peut aussi être combinée au secteur de l'électricité ou de l'énergie en général. Donc, il y a beaucoup de potentialités en ce qui concerne le PPP. Dans le secteur de la santé, il y a aussi des opportunités en termes de construction et exploitation des hôpitaux. Il en va aussi du secteur, disons, de l'environnement, la collecte et la gestion des déchets. Dans le secteur de l'environnement, on peut aussi, en fait, les PPP, il y en a de pratiquement toutes les tailles. Des parkings publics peuvent être faits en PPP. Des marchés peuvent aussi être faits en PPP, des stades et puis autre chose. Il y a aussi un autre type, disons, une autre potentialité en ce qui concerne les PPP, c'est les projets qui sont basés sur la réalisation des infrastructures contre l'exploitation des ressources naturelles. Pour terminer, je vais vous présenter un cas d'un exemple réussi de PPP. C'est le contrat de concession de la route Kinshasa-Matadi, qui est un contrat qui a été mis en place depuis 2018, qui est en cours jusqu'à maintenant, qui se porte bien. C'est un contrat qui est géré par l'Agence congolaise des grands travaux. Il court jusqu'en 2024, mais c'est un contrat qui a permis d'assurer ce qu'on appelle l'adossement. Donc, le contrat qui a été, c'est un contrat qui est rémunéré par le péage des usagers. C'est un contrat qui a un péage qui porte sur le tronçon de la route entre Kinshasa-Matadi, mais qui a généré des recettes supplémentaires qui ont permis de financer d'autres et qui continuent à financer d'autres tronçons de route en dehors du tronçon qui est sur le péage. Je crois que les facteurs de réussite de ce projet sont ceux que j'ai élevés plus tôt: une bonne préparation, une bonne conduite du processus, un fort soutien politique et puis une bonne gestion. Donc, il est possible d'avoir des très bons contrats de PPP réussis qui sont véritablement gagnants-gagnants, qui profitent et au secteur privé, et au gouvernement, et à la population. Donc, c'est sur cette note d'espoir que je clôture mon intervention et vous remercie. Monsieur le directeur général, mesdames et messieurs, en attendant que la technique fasse passer la présentation, je dois peut-être commencer par vous faire une petite confidence. J'avais fait le pari tout à l'heure avec monsieur le modérateur de tenir mes 15 minutes de délai pour ma présentation. Monsieur le directeur en a ajouté dans la pression en mettant notre panel comme étant en tout cas parmi les plus importants. Je me tiendrai toujours à la promesse, je te rassure, monsieur le modérateur, mais je voudrais quand même solliciter, en tout cas faire deux demandes à l'audience. La première demande, c'est d'être indulgente parce que j'aurai peut-être sur certaines slides, je vais devoir passer assez vite sur certaines parties de ma présentation. Et surtout, la deuxième demande est la plus importante, vraiment demander votre participation pour qu'on ait, à la fin de nos présentations, l'occasion éventuellement d'éclairer un certain nombre de points sur lesquels on n'aura peut-être pas assez de temps pour insister. Donc rapidement sur la présentation, il y a des éléments introductifs qui serviront à titre de rappel et sur lesquels je vais passer peut-être assez vite.
Je pense que M. le directeur général, à l'introduction ce matin, a rappelé l'impératif, pour ne pas revenir sur ces mots d'urgence par rapport au pari qui nous réunit aujourd'hui. Quelques éléments de rappel sur la stratégie et l'approche que l'ANSER a adoptée dans le cadre de ces défis-là. Regardez également la manière dont le secteur privé est déjà mobilisé dans les projets en cours, parce qu'effectivement, la problématique, c'est la problématique de la participation du secteur privé, mais nous ne partons pas du néant. Aujourd'hui, le secteur privé participe déjà. L'idée, c'est de voir comment on peut, dans une stratégie de passage à l'échelle, comment on peut booster davantage avec d'autres formes de participation qui permettront de mobiliser davantage d'investissements privés. Donc on vous fera un peu un point rapidement sur les formes de participation actuelles du secteur privé, d'en voir les limites et les insuffisances pour éventuellement décliner en termes d'orientation, dans le cadre de cette stratégie sur les partenariats publics-privés en particulier, quelles sont les nouvelles formes et, du point de vue contractuel, du point de vue de la stratégie de contractualisation qui pourrait être envisagée. Regardez également quelques retours d'expérience du Sénégal et du Nigeria en particulier, en mettant l'accent sur les leçons apprises. Encore une fois, ce n'est pas forcément que le Sénégal a réalisé des choses exceptionnelles, mais du point de vue justement des insuffisances, de ce qui n'a pas marché, tout à l'heure on se parlait avec le DP que même les pays qui n'ont pas réussi, quelque part, peuvent servir de leçon pour qu'on puisse mieux faire et faire plus vite encore dans le cadre de ces défis. Et terminer avec quelques défis et recommandations par rapport à la feuille de route qui est en train d'être déclinée. Ces éléments de statistiques insistent sur l'impératif, sur l'urgence. Regardez quelques éléments sur les taux d'accès par pôle, sur la population, sur les installations, sur les capacités installées dans les différents pôles. Aujourd'hui, il y a vraiment un impératif de corriger et de redresser ces taux d'accès surtout au niveau du Congo profond, parce que quand vous regardez même le Grand Katanga, où le taux est le plus élevé parmi les pôles, on est à des taux d'accès qui sont encore très très faibles et qu'il faudra corriger en mobilisant plus d'investissements. Ces indicateurs également du point de vue de la capacité installée, mais également du nombre de projets sont assez parlants. Vous regardez que l'essentiel de la capacité installée est aujourd'hui porté par la SNEL essentiellement, même si les initiatives privées sont nombreuses, mais justement les initiatives privées sont nombreuses parce que la demande n'est pas encore suffisamment importante, parce que quand vous regardez les détails de ces initiatives privées, elles sont essentiellement portées par des miniers, parce que les gens sont dans une situation où chacun s'organise pour satisfaire sa demande prioritairement. Et c'est cette situation-là qu'il faut corriger impérativement. Donc aujourd'hui, il y a quelques initiatives, y compris en matière de PPP. Elles ne sont pas encore à l'échelle, elles ne sont pas encore au niveau des besoins. Et alors que quelque part, aujourd'hui, la tendance en Afrique, les pays arrivent à mobiliser de l'investissement privé. Le Congo n'est pas encore sur la carte. Vous regardez l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Ouganda. L'objectif au prochain rendez-vous, comme M. le directeur général le rappelait, parmi ces pays qui mobilisent le plus d'investissements dans le secteur de l'énergie en général, c'est de faire figurer la RDC parmi, par exemple, les pays comme l'Afrique du Sud ou le Nigeria qui mobilisent le plus d'investissements privés aujourd'hui sur la problématique de l'énergie en général, mais sur la problématique de l'énergie en milieu rural en particulier. Regardez également quelques autres années à concurrencer tout ce qui est investissement, par exemple, des Chinois en particulier dans le secteur de l'énergie. Cette courbe, par exemple, vous donne un peu la tendance en dehors des 2 dernières années. Le niveau d'investissement des IPP en Afrique était presque équivalent au niveau d'investissement, de même que le nombre de projets. On est sur une tendance assez haussière et ça montre qu'aujourd'hui, le potentiel, il est là. Les opportunités, il est là. Il faut faire en sorte que l'environnement soit le plus attractif pour qu'on puisse, par rapport à ces opportunités d'investissement qui sont déjà en Afrique, faire figurer le Congo pour qu'il puisse attirer ces investissements-là qui sont déjà présents. Donc je vais passer rapidement donc, sur ces slides. Maintenant, effectivement, en toute objectivité, il faut essayer de comprendre ce qui fait que sur la carte tout à l'heure que j'ai montré des pays africains qui attirent le plus d'investissements privés,
pourquoi quelque part on n'a pas encore la RDC. Il y a des éléments macroéconomiques du point de vue de l'attractivité de l'environnement des affaires. Je pense que l'ANAPI, à un moment, va nous adresser sur ces éléments-là. Mais la problématique, elle n'est pas que sectorielle, elle est quelque part aussi macroéconomique, et ce sera des sujets par rapport à l'environnement des affaires de manière générale qu'il faut adresser en premier, à un certain niveau. Mais du point de vue sectoriel également, aujourd'hui, ça c'est des éléments de rappel sur lesquels l'État des lieux est déjà revenu. C'est ça qui vous montre l'impératif, qui vous montre qu'il n'y a pas d'autre choix que de mobiliser le secteur privé dans ce défi-là. Il n'y a pas une troisième voie. Regardez un peu ces chiffres du point de vue des besoins. Du point de vue des besoins, on est aujourd'hui à presque 437 millions de dollars qui ne sont pas encore couverts du point de vue des besoins en investissement. Et même si la capacité publique arrivait à son niveau maximal, il y aura toujours un besoin de mobiliser le secteur privé pour participer au financement des besoins. Et dans le cadre donc, de ce financement des besoins, il faut également intégrer le premier facteur. Le premier facteur, c'est l'approche que ANSER souhaite déployer pour adresser ce défi-là. L'idée, justement, c'est d'arriver dans une approche intégrée qui va combiner l'extension du réseau principal, de la SNEL en particulier, avec la stratégie des mini-réseaux, tout en négligeant pas les systèmes solaires à usage domestique qui se développent de plus en plus, mais essentiellement la stratégie combine l'extension des réseaux, l'extension du réseau principal avec le développement des mini-réseaux, et le directeur général l'a rappelé ce matin, le développement des mini-réseaux aujourd'hui, ça va être l'élément essentiel sur la stratégie d'électrification du Congo profond. Et naturellement, les mini-réseaux, il y a un certain nombre de défis. Et toutes les expériences en Afrique en particulier, y compris les pays qui ont le plus réussi comme le Kenya ou le Nigeria ou l'Afrique du Sud, ont dû adresser en moment ces défis qui sont importants. Je vais insister sur un défi qui est particulièrement pertinent dans le contexte actuel, c'est le défi du passage à l'échelle, le délai de mise en œuvre des projets. Aujourd'hui, c'est une première étape d'arriver à conceptualiser et d'arriver à capitaliser tout le travail important que ANSER a fait, mais le passage à l'échelle et le délai de mise en œuvre des projets sera un défi essentiel qu'il faudra adresser sans oublier les autres aspects, l'accès au financement, adresser la problématique de la solvabilité de la demande, mais surtout le passage à l'échelle sera essentiel à adresser. Sur la problématique de l'accès au financement, aujourd'hui, il y a de nombreuses opportunités, différents types de financement. Il y a des subventions qui sont disponibles, il y a des fonds d'investissement et des investisseurs stratégiques qui de plus en plus investissent dans les mini-réseaux en Afrique. Il faudrait arriver à capter ces opportunités-là et ces leviers-là et non pas arriver à faire $1 d'investissement public pour $1 d'investissement privé, mais faire de l'investissement public un levier pour que $1 d'investissement public puisse attirer $5 ou $10 d'investissement privé. Donc aujourd'hui, quand on regarde un peu comment on fait participer le secteur privé dans la stratégie qui est en cours, essentiellement, c'est de la maîtrise d'ouvrage public. Ça veut dire qu'essentiellement, ANSER conçoit ses projets, ANSER mobilise ses budgets et ANSER lance ses processus de contractualisation avec les opérateurs privés qui font les études ou bien qui réalisent les travaux et qui restituent ces ouvrages-là en lanceur. Essentiellement, la stratégie de participation du secteur privé ou bien les modes de participation du secteur privé, c'est essentiellement de la maîtrise d'ouvrage public, que ce soit par rapport à des études, que ce soit par rapport à la réalisation des travaux, que ce soit par rapport aux projets communautaires, d'ailleurs, qui aujourd'hui sont également quelque part des moyens de faire participer le secteur privé. Ces modes de participation ont un certain nombre de limites, parmi lesquelles l'insuffisance en termes de transfert de risque, parce que quand vous êtes dans de la maîtrise d'ouvrage public, les mécanismes de transfert de risque sont très très limitatifs. C'est essentiellement les mécanismes de garantie sur la garantie ou sur les garanties décennales ou les garanties de bonne exécution, mais il n'y a pas de transfert de risque effectif
comme d'autres mécanismes comme les PPP peuvent vous l'offrir. Donc la maîtrise d'ouvrage public n'offre pas suffisamment de levier pour un transfert de risque vers les opérateurs privés. Il y a des contraintes également de passage à l'échelle, parce qu'aujourd'hui, même si l'ANSER avait tout le budget pour financer tout le programme, les contraintes de procédure font qu'une administration publique va toujours avoir plus de contraintes dans les délais de mise en œuvre des projets. Donc aujourd'hui, si on veut rattraper ce gap-là dans des délais réduits, il y a un impératif d'envisager, de réfléchir sur d'autres modes de participation du secteur privé qui va interroger les périmètres techniques d'intervention des opérateurs privés, mais éventuellement même le périmètre contractuel, parce que la maîtrise d'ouvrage public, en termes de périmètre contractuel, en général, ça se limite essentiellement sur l'aspect réalisation des travaux. En interrogeant ce périmètre contractuel, on va pouvoir venir avec d'autres modes de participation du secteur privé, parmi lesquels, si on les catégorise en deux familles, il y a tout ce qui est le volet études et réalisation des ouvrages et le volet exploitation des ouvrages. Sur le volet études et réalisation des ouvrages, parmi les modes qui peuvent être envisagés, on peut avoir les contrats IPC et les contrats IPCF. En français, ça va être les contrats clés en main, qui sont de plus en plus, en tout cas, pratiqués à travers une procédure dérogatoire qu'on appelle souvent les offres spontanées ou les offres d'initiative privée. En tout cas, c'est des leviers qui devraient pouvoir être envisagés et qui vont beaucoup aider dans le passage à l'échelle et les délais de mise en œuvre des projets. Naturellement, les concessions, qu'elles soient les concessions de services ou les concessions de travaux, devraient être également un élément important dans cette première catégorie. Sur le volet exploitation, on en a parlé, le cadre légal et réglementaire offre déjà les possibilités pour ce qui concerne les contrats d'affermage, les contrats de régie intéressée et les contrats de gestion. Naturellement, sur ces différents types de mode de contractualisation, chacun va offrir un certain nombre d'avantages et de limites. Et chacun va offrir peut-être un certain nombre de possibilités de transfert de risques vers les opérateurs privés. Dans tous les cas, il ne peut pas y avoir, on va dire, dans l'absolu, un mode qui est plus avantageux par rapport à un autre, parce que chaque projet, chaque contexte peut être spécifique. Il faudra à un moment envisager tous les modes possibles et par rapport à un certain nombre de critères le plus objectif possible, à chaque fois analyser le mode qui est le plus adapté. Le mode de gérance, quand vous regardez le niveau de transfert de risque, il va offrir, si je prends par exemple les 5 modes que j'ai présentés, si je les classe de 1 à 5, en termes de transfert de risque vers l'opérateur privé, la gérance va être le mode qui transfère le moins de risque vers l'opérateur privé. Parce qu'on considère que le risque d'exploitation, pour l'essentiel, va rester chez l'opérateur, mais si demain, quelque part au Congo profond, ANSER construit déjà une centrale, sans que cette centrale ne suscite suffisamment d'appétit pour un opérateur privé, on peut envisager des schémas de gérance à travers lesquels ANSER va confier la gestion de ces ouvrages-là à un opérateur privé, moyennant la rémunération qui est convenu d'avance, donc qui ne permet pas de transférer le risque vers l'opérateur privé. En tout cas, c'est un mode qui présente un certain nombre de limites et d'avantages, mais qui est dans la panoplie de possibilités et qu'il faudra envisager également pour un certain nombre de projets dans le portefeuille, notamment les projets qui sont déjà réalisés et qui ne suscitent pas suffisamment d'appétit pour que le risque d'exploitation soit chez l'opérateur privé. Donc ça, je vais passer rapidement sur les contrats de gestion. Donc vous voyez ce que je disais, ça offre très peu de possibilités de transfert de risque parce que quand vous êtes dans un contrat de gestion, le risque d'exploitation, il reste chez ANSER, il reste chez l'opérateur privé. Les contrats de IPC et les contrats de IPCF, je disais que l'avantage essentiel par rapport à ce type de contrat, c'est l'accélération du programme d'investissement prioritaire. Parce que sur les contrats clés en main, vous pouvez donner la possibilité à un opérateur privé de venir regarder le programme d'investissement prioritaire, de lui-même prendre le risque de faire toutes les études de conception et de faire la proposition à la fois de réalisation clé en main de l'ouvrage et de le restituer à l'ANSER. Souvent, quand
proposition-là vient avec une proposition de financement. On parle de IPC plus F. Ça permet à Lancer de ne pas dépenser beaucoup de temps dans les études dans les phases de préparation des projets. Essentiellement, donc, l'avantage, c'est de transférer les risques de conception, mais également les risques de mobilisation du financement et les risques de délai de mise en œuvre des programmes vers l'opérateur privé. Donc, c'est quelque chose qui est assez intéressant à considérer. Par contre, aujourd'hui, la réglementation, notamment le Code de l'électricité, ne prévoit pas les procédures d'offre spontanée. Et la procédure d'offre spontanée, telle qu'elle est prévue dans la loi PPP, elle est très contraignante parce qu'elle oblige à la mise en concurrence a posteriori. Donc ça ne donne pas assez d'appétit pour que les opérateurs fassent les propositions. Les IPCF donc, transfèrent un certain nombre de risques, notamment les risques techniques de tout ce qui est conception, les risques de financement, les risques de délai de mise en œuvre vers l'opérateur privé, mais tout ce qui est risque en phase d'exploitation, ça reste quand même chez la partie publique. La régie intéressée, c'est le milieu, on va dire que c'est le modèle entre le contrat de gestion et l'affermage, parce qu'on considère que le projet a quand même un certain appétit, mais son niveau de risque n'est pas à un niveau qui permettrait à ce que tout le risque d'exploitation soit chez l'opérateur privé. Donc, on va donner un minimum de garantie pour que même en cas de mauvaise fortune, on puisse subventionner et on puisse équilibrer, mais l'opérateur prend quand même le minimum de risque d'exploitation. Donc, c'est quelque chose également qui peut être très adapté sur un certain nombre de projets dont la rentabilité, on va dire, est assez nuancée, assez mitigée. Par contre, si la rentabilité du projet déjà réalisé ou est déjà financé par Lancer et à un niveau qui permettrait d'équilibrer l'exploitation, ce qu'on appelle, en tout cas, de transférer l'intégralité du risque d'exploitation, au lieu d'envisager des contrats de régie intéressée, on peut directement aller vers des contrats d'affermage. Et comme vous le voyez ici sur le contrat d'affermage, l'essentiel des risques d'exploitation sont transférés sans qu'il y ait une subvention d'exploitation que Lancer doit supporter parce qu'on considère que le revenu est à un niveau qui permettrait de rentabiliser l'investissement. Et naturellement, la concession est le modèle le plus abouti en termes de transfert de risque. Tout à l'heure, je disais que si j'avais une échelle de 1 à 5, 1 serait contrat de gestion et le 5 serait le contrat de concession en termes de transfert de risque, parce qu'on considère que le risque d'exploitation, de même que les risques de conception, de délai de réalisation, de financement, sont intégralement transférés vers l'opérateur. Mais naturellement, ce modèle ne sera pas adapté pour l'ensemble des projets, parce que très peu de projets, de par leur taille, de par la problématique de la solvabilité de la demande, de par un certain nombre de paramètres, nous permettront de satisfaire à l'ensemble des critères pour envisager des PPP, des concessions complètes. Quand on regarde maintenant la réglementation nationale et en termes de niveau de maturité ou bien de cadre légal existant, qu'est-ce qui est possible de faire aujourd'hui? On a un débat d'ailleurs sur le cadre légal applicable parce que quand vous regardez la loi PPP, il y a une exclusion explicite du secteur de l'électricité sur le périmètre d'application de la loi PPP. Par contre, la loi sur l'électricité prévoit déjà l'essentiel de ces types de contrats, notamment la gérance, notamment l'affermage, la régie intéressée et les concessions, sont des choses qui sont déjà prévues dans la loi sur l'électricité. Par contre, si on veut faire aujourd'hui des offres spontanées, pour faire par exemple des contrats clés en main, ce n'est pas quelque chose qui est prévu en tout cas par la loi sur l'électricité. Et ce qui est prévu dans la loi PPP ne nous semble pas suffisamment compétitif pour attirer des investissements à travers des offres spontanées, parce que la loi dit on reçoit l'offre, mais derrière on met en concurrence. Donc l'investisseur souvent n'a pas l'appétit pour dire je vais faire des propositions, mais si je sais que derrière je suis obligé de passer par un appel d'offres. Donc aujourd'hui, il n'y a que les contrats clés en main, contrats IPC qui ne sont pas explicitement encadrés par la loi sur l'électricité, mais les restes des dispositifs sont déjà prévus par la loi sur l'électricité et dans une mesure la loi sur PPP, mais bon, il faut interroger l'applicabilité de cette loi au projet de Lancer. Donc quelques retours d'expérience, je vais passer sur ça, mais le Sénégal a expérimenté plusieurs modèles.
le bilan n'est pas forcément des plus reluisants. Le taux a beaucoup augmenté, mais c'est essentiellement du fait des investissements publics. Quand vous regardez, dès le départ, le modèle disait que oui, on est dans un schéma de concession, on a délimité le territoire en un certain nombre de concessions, et dès le départ, on a intégré la possibilité de subventionner les investissements à hauteur de 49%. Et au fur et à mesure, il y a eu des limites, on a essayé de développer d'autres modèles un peu plus flexibles, d'abord par un modèle qu'on appelle le ERIL, ensuite le PUMA est venu en programme d'urgence pour accélérer encore la stratégie d'électrification rurale. Mais aujourd'hui, on s'est rendu compte que ce taux-là a pu être augmenté essentiellement du fait des investissements publics. Mais je voudrais, en termes de leçons apprises, qu'on retienne quelque chose qui me semble assez intéressante, parce que le Sénégal vient de réformer sa loi sur l'électricité, et une des innovations, c'est la flexibilité que l'État se donne maintenant. Aujourd'hui, naturellement, même en termes de procédure de contractualisation, c'est cette loi-là qui régit toutes les procédures, mais on a introduit, par exemple, des procédures d'appel à projet et des procédures d'initiative privée. Ça veut dire que ce n'est plus l'Agence nationale d'électrification rurale qui a tout le temps la main pour initier et faire des appels d'offres, mais on donne la possibilité à un opérateur privé d'initier des projets et de proposer des projets à l'État. Et ça, c'est un élément essentiel qui peut permettre d'accélérer et de passer à l'échelle dans la mise en œuvre des projets. Le Nigeria, j'ai montré ce slide, c'est pour moi une seule leçon également à retenir de son expérience. Le Nigeria, contrairement au Sénégal, est arrivé à mobiliser des investissements privés très importants dans les projets de mini-réseaux. Mais regardez l'agilité de la stratégie. Depuis 2015, chaque année, il y a une nouvelle stratégie, chaque année, il y a une nouvelle feuille de route. Donc, donnons-nous cette agilité pour systématiquement évaluer, améliorer, corriger au fur et à mesure de la mise en œuvre de la stratégie. Et ça a permis, en tout cas au Nigeria, d'être assez performant dans la mobilisation de financement privé pour ce qui concerne les mini-régions en particulier. Je disais qu'il y a un certain nombre de défis. La lisibilité des textes, je disais tout à l'heure sur la loi de l'électricité, et quelque part, je disais que c'est quelque part une opportunité, parce qu'aujourd'hui, dans le cadre, l'ANSER a déjà démarré la réflexion, mais quelque part, on a là une fenêtre pour pouvoir mettre en place un cadre réglementaire le plus adapté possible en fonction des besoins. Aujourd'hui, rien n'empêche, par exemple, en application de certaines dispositions de la loi sur l'électricité et de décrets sur l'ANSER, de pouvoir compléter le dispositif avec des textes réglementaires qui pourraient combler les vides éventuellement. Le cadre de régulation des projets en milieu rural et périurbain, l'environnement des affaires, ce sera un défi important qu'il faudra adresser. La solvabilité de la demande, avec déjà des outils comme le fonds WINDA, mais qu'il faut peut-être repenser en termes de stratégie d'intervention, la problématique du transport de réseau au niveau du monde rural pour optimiser en tout cas les coûts d'investissement des opérateurs. L'accès au financement, naturellement, est un défi important. Je voudrais conclure avec un certain nombre de recommandations, mais surtout m'arrêter sur cette recommandation par rapport aux besoins pour l'ANSER d'aménager des procédures spécifiques dérogatoires pour accélérer la mise en œuvre du programme, parce que pour moi, à la fin de la journée, les briques les plus importantes sont déjà posées. Il s'agit de passer à l'échelle, de mettre en œuvre le projet et de passer à l'échelle. Et ça, il faudra aménager des procédures spécifiques pour pouvoir arriver à faire ça dans des délais très courts. Je vous remercie de votre attention. Bien. Donc nous attendons les vues, les remarques, les questions de la salle. Encore une fois, il s'agit de politique contractuelle et donc c'est extrêmement important pour nous d'avoir vos vues. Merci. Firmin Lotambokake. Je suis chargé de mission adjoint de l'ITPPP. Je voudrais féliciter ANSER pour cette activité importante et féliciter également les intervenants pour la pertinence de leurs interventions.
Mais je me réjouis parce que je prends la parole la première personne, parce que je ne pose pas la question, je voudrais juste revenir sur le deuxième exposé pour clarifier peut-être quelque chose sur les offres spontanées. Parce qu'il a été dit que les offres spontanées, telles que présentées dans le cadre de la loi PPP, ne sont pas compétitifs, ne donnent pas lié à un processus compétitif. Donc, je veux dire que, d'abord, le fait déjà que la loi PPP prévoit la possibilité des offres spontanées, en langage courant, on peut dire des projets d'initiative privée. Donc, le fait déjà que la loi PPP prévoit déjà ça, c'est déjà une très bonne chose, parce que c'est quelque chose qui n'a pas toujours été accepté dans certains pays, dans certaines législations. C'est documenté déjà, la Banque mondiale déjà, pour certains cas, se méfie de ce genre de procédures. Pourquoi? Tout simplement parce que ce qui est important dans les systèmes de marché, de la commande publique, c'est la concurrence. Et ça, un système ouvert, transparent, concurrentiel, c'est très important. Et donc, ça, on privilégie cet élément-là, mais on donne la possibilité à des initiatives privées, parce qu'à un moment donné, l'État, on a le problème de mener des études, d'identifier des projets, et donc il y a des privés qui peuvent amener déjà des projets, comme vous avez dit, des clés à main. Et donc ça, on a ouvert une brèche dans certaines législations, et notamment ici dans notre pays, pour permettre de capter ce type de projet. Mais il faut encadrer ça, il faut que ça soit encadré. Il ne faut pas que ces systèmes soient une porte qui fausse la concurrence. Et donc, notre loi prévoit cette possibilité. Donc, il y a tout un process qui est en train d'être mis en place. La loi ne peut pas tout régler, la loi a énoncé. Et donc, le chargé de mission a informé qu'il y a un projet de décret d'application qui est en cours, qui règle en tout cas en détail la démarche pour traiter ce type de propositions. Et donc, il y a cette possibilité de respecter la procédure des passation de marché, la mise en concurrence. Mais il y a des avantages aussi. Par exemple, je ne suis pas en train de dévoiler le contenu d'un décret qui n'est pas encore promulgué, signé, mais il y a la possibilité, par exemple, l'opérateur privé et l'autorité contractante signent ce qu'on appelle un accord de co-développement du projet. Et il y a des avantages, il y a la possibilité de remboursement de frais des études au cas où le projet n'est pas arrivé à être sélectionné à la fin. Et donc, au cas où les porteurs du projet n'arrivent pas à la fin à bénéficier de l'attribution du contrat. Et donc, il y a toute une procédure. Donc, je voulais juste dire que l'offre spontanée telle que prévue dans la loi PPP, c'est un élément incitatif vraiment du secteur privé. Et donc, c'est un élément qu'on doit insister comme étant un atout, parce que c'est quelque chose d'extraordinaire, en tout cas, les offres spontanées. Pour terminer, je dirais que la loi PPP n'est pas incompatible avec les autres lois, en tout cas la loi PPP, d'autant plus que la loi PPP se situe au niveau de la politique, encadre également la coordination de la politique nationale des PPP. Donc, tous les PPP qui sont initiés au niveau du pays devraient refléter en réalité la politique nationale qui sera mise en place. Donc il y a des passerelles qui sont en train d'être mises en place. C'est pour ça que l'unité PPP d'ailleurs travaille avec ANSER déjà. Et donc c'est-à-dire qu'il y a des passerelles. Et tous avec les autres organes de commande publique, nous sommes ensemble dans la commande publique. Et donc il y a des passerelles qui vont être mises en place. Il n'y a pas de contradiction. Il y a des éléments qui vont permettre de collaborer de manière assez fluide. Voilà un peu mon intervention qui est juste un complément. Je vous en félicite vivement et je remercie également les organisateurs pour cette opportunité. Merci beaucoup.
C'est Bertin Modérois de la Fédération des entreprises du Congo, FEC. Je remercie les présentateurs pour la qualité de leurs exposés. J'en profite également pour remercier l'ANSER pour nous avoir associés à cette table ronde. Je voulais rebondir par rapport à la question liée à l'IPC. Bon, malheureusement, mon prédécesseur l'a évoqué également. Peut-être on va aller dans les sens différents. Parce que c'est lui qui parle, c'est le créateur des richesses, le secteur privé. J'ai noté du deuxième présentateur que parmi les stratégies pour la mise à l'échelle des projets, il faille recourir à l'EPC où on ajoute les facteurs F. C'est notamment le développement des projets, des initiatives privées, l'appel spontané. Mais quand nous lisons l'article 45 de la loi sur les PPP, éventuellement on soumet les développeurs à la concurrence. Et bien que, comme mon prédécesseur a voulu le dire, que non, il y a les mécanismes pour rembourser, il y a des choses qu'on ne rembourse pas, notamment les temps pris pour un développeur, 5 ans et autres pour développer les études, les négociations avec les financiers et autres. Moi, je souhaiterais, et je crois que c'est l'occasion cette fois-là, pour que la table ronde puisse formuler une recommandation de manière à ce qu'on puisse concilier cette question-là, lever la limite contenue dans la loi sur les PPP par rapport à cette question-là des offres spontanées et également conformer cette question-là à l'intégrer dans la loi sur l'électricité. Autre chose que je voulais dire est que depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, bien sûr, on a libéralisé le secteur de l'électricité, mais depuis lors, on ne sait pas toujours avoir l'offre suffisante par rapport aux besoins, déjà qui est important aujourd'hui, et ce besoin-là, il est croissant par rapport à l'ambition de développer les pays. Pourquoi on ne parvient pas à attirer autant d'investissements comme ailleurs? C'est la question. Nous, au niveau de la FEC, par exemple, nous avons analysé les cadres légal et réglementaire, beaucoup plus en termes de fiscalité, parce que là, on parle du climat des affaires, et la fiscalité, c'est un facteur important dans le climat des affaires. Nous avons examiné les régimes fiscal et parafiscal auxquels sont soumis les opérateurs du secteur, et quand vous regardez, par exemple, on prend par exemple l'arrêté qui fixe les taux de droit, vous remarquerez que non, il y a 187 actes qui soumettent un opérateur à un paiement des droits quelconque. Et là, on est au niveau national. Vous regardez au niveau provincial avec la décentralisation administrative d'abord qui s'en est suivie avec la décentralisation fiscale. Et là, c'est de manière éparse parce que chaque province fixe sa fiscalité de sa manière, mais un opérateur peut être soumis à plus de 50 actes générateurs des impôts et taxes, sans compter les niveaux locaux avec les communes et autres, tout ça. Quand vous regardez également les textes qui fixent les frais à percevoir par l'AR, qui est l'autorité de régulation, vous avez par exemple 108 actes auxquels l'opérateur doit payer quelque chose, soit lorsqu'il demande tel ou tel autre document administratif, ou soit il demande l'intervention de l'AR pour quoi que ce soit. Vous remarquerez également que bon, ce n'est pas encore le cas pour l'ANSER, mais je crois que lorsque le texte de l'ANSER sera signé également, il y aura d'autres perceptions qui seront mises en place. Je suis en train de citer. En termes d'avantages maintenant qui sont accordés, parce que là c'est important, parce que quand vous regardez par exemple les pays auxquels vous avez fait allusion, les Kenya, l'Afrique du Sud, le Sénégal et le Cameroun, nous avons fait un tableau comparatif en termes d'avantages, que ce soit les régimes fiscaux et autres.
Nous, les seuls avantages qui étaient accordés aux opérateurs, c'était le décret là de 2018 et qui a cessé de produire ses effets depuis le 26 décembre 2022. Et ce décret-là n'accordait que les exonérations à l'importation des droits de douane et TVA pour certains équipements. Il y a également les codes des investissements qui n'apportent pas. Mais quand vous regardez avec les autres pays que vous avez cités là, les avantages sont à la fois multiples et diversifiés et sur une longue durée. Ce qui fait en sorte que ces pays-là sont à la fois avancés en termes de développement et ont un taux d'électrification le plus élevé. Donc l'État a un grand rôle à jouer pour attirer les investisseurs, notamment en accordant les avantages et incitations nécessaires aux opérateurs. Sinon, il n'y aura rien. On a bien compris. D'autres questions? Là, devant moi, oui, il y a beaucoup de questions. Peut-être, si je peux vous suggérer d'être bref dans vos remarques et vos questions, de façon à ce que tout le monde puisse s'exprimer. Merci. Merci et bonjour pour la parole. C'est M. Dani Biabene, président honoraire du chapitre du Project Management Institute de la RDC. Ma question, elle est liée à la sécurité parce que M. Abdiou, j'ai cru noter qu'il a dit que la loi des PPP excluait le secteur de l'électricité, alors je me demande de quelle façon est-ce que l'UCPPP, l'ANSER ou même le régulateur espère clarifier cet aspect de régulation pour rassurer les investisseurs du secteur privé. Ma deuxième question, c'est au niveau des compétences. J'ai compris que le PPP, l'un des avantages, c'est le transfert des technologies et des compétences. Mais je me demande, même en prenant les pays présentés comme modèle, chez nous à PMI, quand on voit le niveau des certifications professionnelles en matière de gestion de projet, le Kenya, le Sénégal sont à 400, 500 professionnels certifiés en gestion de projet. En RDC, il y en a moins de 50. Et plusieurs autorités ont eu à déclarer clairement que les compétences de coordination et de gestion de projet constituent l'une de nos faiblesses au niveau de la RDC. Même s'il y aura transfert de compétences, il faut quand même qu'il y ait déjà une base. Comment est-ce que l'ANSER ou l'UCPPP ou les autres organismes locaux espèrent travailler à bâtir cette base sur laquelle les privés, internationaux et locaux pourront transférer ces connaissances et ses compétences? Juste pour chuter, aucune université de la RDC n'a de faculté dans 2 domaines clés dans tout ce qu'on a dit ici, en gestion de projet, en achat, approvisionnement et logistique. Aucune université publique ne forme dans ces domaines. Tous les professionnels aujourd'hui dans ces domaines sont auto-formés ou se sont reconvertis. Je pense que ça constitue un élément critique sur lequel on devrait commencer à se pencher pour l'avenir aussi. Merci. Je vous remercie. Je pense qu'on répondra globalement. Il y a un sujet qui se détache, c'est qu'effectivement, la RDC est en concurrence avec les autres pays en matière fiscale, réglementaire. Donc c'est quelque chose qui est très important à avoir en tête. Oui, il y a une autre question ici. Oui, bonjour, merci pour la parole. Je suis Eyal Zamba, directeur technique de Wist Energy, donc du secteur privé. Donc, j'avais une première question, peut-être qui s'adresse aux 2 intervenants. On n'a pas parlé du risque du taux de change et du glissement de la monnaie. Comment ça se passe dans ces cas-là, dans ces contrats à long terme?
Et puis j'aurais voulu aussi rebondir sur M. Dio, qui parlait toujours de transférer le risque au secteur privé, mais vous êtes ici en face du secteur privé qui souhaite justement avoir le moins de risques possible pour exécuter ces projets. Donc je vous invite à... Je comprends que voilà, juste une question de sémantique, mais ici nous on cherche plus justement un accompagnement fort et engagé du secteur public que plutôt nous laisser sur des contrats de concession comme ça existe maintenant et comme on voit le résultat, il n'y a rien qui se fait. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Bonjour, moi c'est David Moudilo, je travaille pour une entreprise qui est dans la distribution de produits dans le secteur énergétique. Ma question s'adresse aux panélistes par rapport à la solvabilité de la demande. On a fait beaucoup d'exposés sur les investissements et je vois que parmi les indicateurs que vous avez présentés, c'est principalement des indicateurs d'impact. Qu'est-ce que l'électricité, lorsqu'elle est fournie dans les milieux ruraux, apporte aux populations? Mais la solvabilité de la demande est un élément essentiel pour l'investissement du secteur privé. On a très peu de données à ce jour sur les analyses dans les 145 territoires ou bien dans les milieux ruraux, sur comment la solvabilité de la demande se présente et quelle est l'évolution de cette solvabilité de la demande. Parce que ces éléments-là, ce sont ceux-là qu'on peut utiliser à l'avenir pour mobiliser des ressources à l'extérieur, mobiliser des investisseurs pour venir investir en RDC. Donc on voudrait un peu, c'est une recommandation peut-être aussi à Anser, qu'une institution comme Anser pourrait être notre partenaire pour fournir la donnée, fournir les analyses nécessaires autour de la solvabilité de la demande dans les milieux ruraux. Merci. Merci pour la parole. C'est M. Ilunga Fiston, secrétaire permanent de la Société de marché secteur de Lulou. Alors moi, je vais revenir un peu sur M. Billy Chibambe. C'est à propos de textes de mesures d'application en ce qui concerne le contrat PPP. Jusqu'à présent, ce décret n'est toujours pas signé. Ne voyez-vous pas que nous sommes en train d'appliquer à vue, puisque le texte d'application, le manuel de procédure n'est toujours pas encore disponible. C'est voilà un peu ma question. J'aimerais savoir pourquoi ça traîne encore. On va prendre une dernière question. Il y a deux personnes là devant moi qui demandent la parole depuis longtemps. Merci, bonjour, Ricardo Ridolfi, Equatorial Power. Je suis aussi conseiller de Umeme, c'est une concession, un PPP en Ouganda. De succès, nous avons investi quasiment $1 milliard dans la distribution de l'énergie en Ouganda. Et ça, c'est Equatorial Power, on est très intéressé avec nos partenaires. Ça marche pas. J'écris un peu. Nous sommes intéressés à investir ici dans le format de PPP. Nous n'avons que 2 soucis. Et ça s'applique partout. Le premier, c'est le temps. Okay? Pour moi, l'excellent est l'ennemi du bon. Okay? Et j'aime bien ce qu'a dit l'ami Abdoul. Il faut chaque année réviser les plans. Parce que c'est difficile aujourd'hui d'avoir la balle de cristal pour comprendre ce qu'on va faire dans 20 ans. C'est important d'évoluer ces contrats. Pour nous, la chose la plus importante pour nos investisseurs, c'est de démarrer vite. Nous avons des fonds limités, nous avons beaucoup d'opportunités et rester sur une décision longtemps sans l'actualiser, ça coûte très cher. Ça, c'est plus cher que faire quelque chose qui n'est pas parfait. Okay? Ça, c'est la première. La deuxième, c'est je répète, c'est des contrats long terme. On parle de 20, 40 ans même. Okay? C'est important. On sait qu'on ne va jamais avoir le contrat parfait aujourd'hui pour les prochains 20 ans. Ce qui est important, c'est d'avoir 2 choses dans le contrat. Quelques formules qui permettent du dynamisme, de l'évolution et qui permettent d'aller à l'échelle. Parce que nous sommes là pour aller à l'échelle comme vous. Et ça, j'étais avocat. Alors, ça, c'est les seules choses
dont on va regarder dans le contrat qui nous importe vraiment. Faisons les choses vite et essayons de comprendre qu'on ne va pas avoir la formule parfaite aujourd'hui. Ça n'importe pas. L'important, c'est d'évoluer ensemble parce que c'est en fait un PPP, c'est un mariage entre le privé et le public pour longtemps. Et bon, alors j'aimerais un commentaire sur ça parce que je sais que ça, c'est les premiers. Alors je ne vais pas dire démarrons la semaine prochaine, mais c'est vrai que pour nous, 6 mois, ça fait beaucoup de différence. 6 mois de plus ou 6 mois de moins. Alors ça, c'est juste une pensée que je vous laisse. Merci. Monsieur Tchibambi, si vous voulez commencer à répondre aux questions et peut-être Monsieur Dio, vous suivrez. Merci. Ok, très bien. Je commence par remercier les différents intervenants qui ont posé des questions, des nombreuses questions qui témoignent de l'intérêt sur le sujet. Donc, je vais essayer de répondre, bien que je crois que les discussions vont se poursuivre certainement pour en fait, les questions auxquelles on n'aura peut-être pas de réponse comme ça directe. Je crois que, enfin, la question de temps, hein, tel qu'elle a posé M. Ricardo, c'est clair que dans la gestion des projets, il faut disons, concilier et le temps et la qualité. Des fois, il faut prendre le temps nécessaire pour, disons, préparer. Est-ce que si la préparation n'est pas bonne, après, ça vous rattrape, disons, dans la question du projet, mais il ne faut pas aussi prendre un temps, disons, trop long, qui ne profite à personne, ni aux partenaires privés, ni aux bénéficiaires qui attendent l'exécution du projet. Pour ce qui est de la question qui a été posée par le chargé de préparation de marché de lui, là, je crois, c'est Aquilou. Oui, bon, je crois que pour ce qui est du décret d'application de la loi, vous avez raison, c'est un décret qui a pris du temps, mais il est en train d'être finalisé. Je crois que dans les semaines qui suivent, nous aurons le décret, mais nous sommes aussi en train de continuer à travailler. Donc, le QSKPP, en sa qualité d'organes experts chargés de la coordination et du conseil dans la préparation des projets de partenariat public et privé. Nous sommes, disons, disposés à accompagner les autorités contractantes et les partenaires, disons, qui le souhaitent dans la préparation des projets. Je crois qu'en termes de cadre de PPP, le cadre, d'ici la fin de cette année, tout le cadre sera en place avec tous les instruments de gestion, le décret d'application de la loi. Nous avons la stratégie nationale sur les PPP qui est aussi en préparation et l'élaboration, l'établissement du portefeuille des projets des PPP, des projets PPPables, comme on dit. Donc, dans différents secteurs, je crois qu'il y a eu du retard, mais ce qui est fait et ce qui va se poursuivre dans les mois à venir va compléter et renforcer le cadre de partenariat public-privé. Il y a une question qui a été posée sur le partage des risques. Bon, je crois que le partage de risques, que ce soit, on pourra peut-être vous partager aux participants un modèle de matrice de
partage de risques dans le cadre des projets de partenariat public-privé. Le partage de risques est un aspect fondamental dans le cadre de contrats de partenariat public-privé. Donc, les privés qui s'engagent dans le PPP doivent être prêts à, disons, supporter une partie des risques. En fait, le partage des risques dans les projets PPP est basé sur un principe simple. Le risque est attribué au partenaire qui est le plus à même de le gérer au moindre coût et le plus à même de le mitiger. Donc, il ne faut pas que vous ayez peur, disons, des risques, puisqu'en principe, dans certains types de PPP, quand on prend, par exemple, les types de PPP de concession, le gros du risque est supporté par le privé, et parce que c'est le privé qui a la maîtrise de tout, qui maîtrise la conception, les travaux et la gestion. Donc, il ne faut pas que ça vous effraie. En fait, chaque projet est un cas particulier. Pour chaque projet, il y a cette analyse de risque qui est faite au niveau de la préparation. Et dans les négociations qui sont faites, les deux parties s'accordent sur le meilleur partage de risques. Il y a plusieurs risques qui sont pris en charge. Les risques, par exemple, liés à la demande, au taux d'échange, à l'inflation. Dans chaque projet donné, il y a une analyse et puis un partage qui est fait. Il y a eu quelques questions qui ont été posées sur, disons, notre ami qui est expert en PMI. Je crois que, en fait, l'apport des PMI est disons, le bienvenu. Les aspects liés au transfert des compétences et au transfert des technologies sont intégrés dans les dossiers, en fait, dans la plupart des dossiers de passation de marché de PPP. Je crois qu'il y a une question qui a été posée, il y a des questions qui ont été posées sur les offres spontanées et des avis qui ont été émis, notamment par mon collègue et puis par la FEC aussi. Hein. Je crois qu'il faut qu'on se mette d'accord sur disons, un principe. Déjà, c'est que le fait que la loi ait prévu la possibilité des offres spontanées, c'est une évolution, puisqu'en fait, les offres spontanées permettent de lancer des projets qui n'ont pas été programmés. Donc, même un projet qui n'a pas été programmé, qui n'est pas dans la programmation, ne peut pas être lancé, mais il y a une ouverture qui est donnée au privé, qui a une idée de projet original qui n'a pas été dans la programmation, pour que ce projet puisse être accepté et exécuté. Bien sûr, notre loi, comme la plupart des lois à travers le monde, a prévu qu'une offre spontanée, une fois qu'elle est jugée acceptable, est passée dans une procédure, disons, de compétition. Il y a plusieurs variantes qui ont été adoptées à travers le monde, mais généralement les offres spontanées donnent lieu à une compétition. Bon, s'il y a des propositions pour qu'il y ait une possibilité pour qu'une offre spontanée qui soit vraiment bonne, originale, puisse être passée en négociation de gré à gré directement, ce sont des choses qui peuvent être analysées. Je vais de participer récemment à une conférence disons, organisée par les unités des PPP de l'Afrique du Nord. Par exemple, en Tunisie, ils ont trouvé une formule, enfin, en ce qui concerne les offres spontanées, qui permettent
je crois qu'ils sont en train d'expérimenter la possibilité pour une offre spontanée qui est analysée, étudiée et qui ne demande pas, je crois, qui n'a pas une implication directe sur les fonds publics, où donc les fonds publics n'auront à rien débourser sur ce projet, peuvent être, disons, assez en gré à gré, bien sûr avec toutes les analyses et les diligences requises. Ça, c'est quelque chose qui peut être analysé. Pour le moment, ce qui est prévu dans la loi, c'est déjà l'acceptabilité de ces offres spontanées. Et puis, disons, de les mettre en compétition. Donc, il y a du bon, il y a peut-être aussi quelque chose, des choses qui peuvent être améliorées. Je crois que c'est à peu près les questions auxquelles je devais répondre. Bon, il reste la question sur, disons, l'opposition entre la loi sur les PPP et les lois qui sont, et les, disons, secteurs qui sont réglés par des régulations spécifiques. Je crois que là, de questions, il y a peut-être un peu une confusion qui s'est installée ou bien un problème de compréhension. Les secteurs qui font l'objet de régulations spécifiques font l'objet aussi des projets de PPP, des contrats de PPP. Et dans ce cas, la loi PPP s'applique. Et quand vous voyez, disons, en fait, la réglementation, donc le texte, les lois, c'est... Bon, je vais donc chuter. En fait, ces lois n'ont pas pris en compte le processus de passation de contrat. Donc, même dans le cadre de ces secteurs-là, s'il s'agit des contrats PPP, c'est la loi PPP qui s'applique. Je crois que dans le décret qui est en préparation, on a prévu que dans le contrat PPP qui sont liés à des secteurs spécifiques, dans le processus, les autorités de régulation soient impliquées. Donc, c'est ce qui est prévu dans ce cadre-là. OK, merci. Monsieur Dio. Je vais essayer d'aller vite, mais je voudrais commencer par le commentaire de notre ami pour raconter une petite anecdote sur ce qu'il disait sur les retours d'expérience. J'ai accompagné le Mali quand ils faisaient leur loi PPP. Et à un moment, systématiquement, je disais au ministre que le retour d'expérience, que sur tel aspect, il ne faut pas faire comme ça, etc. Et à un moment, le ministre m'a dit, laissez-nous cogner le mur. Nous aussi, on a envie d'apprendre comme vous avez appris. Je pense que c'est exactement ce qu'il disait à un moment sur la nécessité d'avancer, de mettre en œuvre, mais de capitaliser, de corriger au fur et à mesure. Dans une conférence au Togo, un jour, un participant m'a dit, il paraît que vous vous êtes fait avoir sur le projet d'autoroute à péage Dakar-Diamniadio. Je lui ai répondu, oui, on s'est fait avoir sur un certain nombre de points. Et je pense que si c'était à refaire, moi j'aurais recommandé de le refaire. Par contre, si on refait la même chose aujourd'hui, on aurait corrigé. Donc effectivement, à un moment, tout ne sera pas parfait, mais il faudra mettre en œuvre. Et je pense que c'est dans ce sens que tous les efforts qui sont en train d'être faits pour mettre en œuvre le dispositif légal qui est en place depuis 2018, à un moment, il y aura un certain nombre de choses qui ne seront pas achevées ou parfaites, mais au fur et à mesure, sera amélioré comme ce que le Nigeria a fait. Et c'est pour ça qu'effectivement, je suis d'accord sur les offres spontanées. Nous, on a récemment fait un travail de recensement de l'ensemble des lois PPP en Afrique, y compris les différentes générations. La première loi au Sénégal date de 2004. C'est exactement ce qui est prévu dans la loi actuelle du Congo en termes de procédure. On avait dit oui, les offres spontanées sont recevables, mais obligatoirement, elles sont mises en concurrence. Pendant 12 ans, il n'y a jamais eu une offre spontanée. Parce que ce n'est pas incitatif pour l'investisseur. Et encore une fois, ce n'est pas en termes de compensation. Il y a plein de mécanismes. Le Swiss bid, ce qu'on appelle le Swiss bid ou les mécanismes de compensation, c'est des leviers pour compenser le risque éventuel de soumissionner et de ne pas être adjudicataire.
Mais dans la réalité, et nous on a évalué les lois PPP, la plupart en Afrique, les investisseurs, quand ils sont obligés d'aller en concurrence, ils n'auront pas suffisamment d'incitation pour préparer une offre spontanée et vous soumettre. Par contre, aujourd'hui, l'obligation d'encadrer, je suis absolument d'accord. Quand vous voyez toutes les récentes lois PPP, depuis 2018, on est rentré dans la 3e génération de lois PPP en Afrique. Il y a eu 2 générations. La première génération, c'est de 2004 à 2005. Ensuite, à partir de 2010, 2015, les gens ont commencé à réformer. Dans les dernières réformes, il y a 2 niveaux d'encadrement. Le premier niveau d'encadrement, c'est les éléments de recevabilité, en termes de seuil, en termes de secteur, en termes de conditions. Une fois que les offres sont recevables, vous devez avoir un 2e niveau d'encadrement en disant, parmi les offres spontanées recevables, qui peut faire l'objet de procédures d'entente directe. Et là, vous mettez un 2e niveau de contrainte avec des critères beaucoup plus contraignants, mais les offres spontanées qui arrivent à passer les 2 seuils devraient pouvoir faire l'objet d'une négociation directe. Ça, c'est incitatif et ça peut pousser effectivement les investisseurs à vous proposer des offres d'initiative privée. Encore une fois, ce qui est dans la loi, c'est une avancée importante et on le salue. Les bailleurs, beaucoup de bailleurs vont vous dire les offres spontanées, c'est des procédures dérogatoires. Mais l'expérience dans la plupart des pays qui ont des bilans PPP importants ont, autorisé les offres spontanées, mais avec l'expérience, les gens vont vous proposer des conditions. Si elles sont remplies, on doit pouvoir aller en négociation directe et c'est quelque chose que nous encourageons. Sur l'applicabilité de la loi, je pense que c'est une question qu'on pourra approfondir ensemble. Effectivement, la disposition, dans mon interprétation, c'est une exclusion express parce qu'elle dit les secteurs qui font l'objet d'une réglementation spécifique. L'électricité fait l'objet d'une réglementation spécifique. C'est l'alinéa 2 de l'article 2, je pense. Maintenant, quelle est l'interprétation? Là où on est absolument aligné et on encourage ça, je pense que le protocole va dans ce sens. L'UCPPP a une compétence qui transcende la loi PPP. Ça veut dire que n'importe quel secteur qui développe des projets PPP devrait pouvoir s'appuyer sur l'expertise de l'UCPPP. Ça, ce n'est pas une approche par rapport au périmètre de la loi PPP, c'est un périmètre beaucoup plus global qui doit couvrir également les PPP au niveau des secteurs. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que l'alinéa 2 de l'article 2 de la loi PPP permet explicitement d'appliquer les dispositions de la loi PPP au projet d'électricité? Ce n'est pas mon interprétation. Et encore une fois, c'est ça la problématique sur la lisibilité des textes qu'il faudrait peut-être à un moment améliorer ou aménager ou au moins se mettre d'accord pour pouvoir, dans le cadre des textes réglementaires, corriger les points d'incertitude qui pourraient subsister. Sur les éléments de l'intervention très pertinente de mon ami de la FEC, je pense qu'il y a des éléments liés à l'environnement des affaires de manière générale, mais nous on a fait, le Sénégal est en train de réformer son code des investissements, c'est mon cabinet qui a élaboré le nouveau projet, et toutes les études qu'on a faites montrent que quand vous prenez les déterminants de l'investissement, la fiscalité n'est pas l'élément le plus important. La fiscalité, elle est importante, mais le plus important, c'est de faire des projets suffisamment bancables avec un écosystème suffisamment favorable pour permettre à ce que l'investisseur, même s'il paye des impôts, il reste rentable. C'est ça l'enjeu. L'enjeu, ce n'est pas d'exonérer à tout va, mais de faire en sorte que l'environnement global offre des conditions, notamment en termes de facteurs de production, qui puissent permettre à l'investisseur de générer du revenu et de payer des impôts. Mais effectivement, quand vous prenez la fiscalité, il y a toujours 2 niveaux qu'il faut analyser. En termes de nombre de procédures, parfois la contrainte, c'est plus la procédure que le montant à payer. Et du point de vue de ce que vous dites sur le nombre de procédures, etc., c'est des choses qu'il faut corriger, améliorer, non pas forcément dans une perspective d'exonération, mais dans une perspective de simplification. Et c'est des éléments qui sont sûrement en train d'être pris en charge dans le cadre du travail qui est en train d'être fait. Je termine par 2 points importants. Sur le transfert de la technologie, c'est une des recommandations sur laquelle on ne s'est pas arrêté, mais qui est importante. On a proposé d'insister sur 2 choses. L'application de la loi sur la sous-traitance, la loi sur la sous-traitance du Congo est des plus audacieuses que j'ai vues. La loi, elle est allée très 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 loin du point de vue des obligations de sous-traitance pour encourager et favoriser le transfert de technologie aux petites et moyennes entreprises. Et c'est quelque chose qu'il faudrait, dans le cadre du travail qui est en train d'être fait, peut-être servir
se servir de ce sous-secteur pour avoir des pilotes et montrer que ça peut marcher. Et je pense que c'est quelque chose sur laquelle la réflexion peut être approfondie pour voir dans quelle mesure cette loi qui existe déjà sur la sous-traitance peut être appliquée avec des projets pilotes qui sont déjà en cours. Mais le deuxième niveau, et c'est le plus important, c'est la co-traitance. Le Sénégal est allé dans ce sens, dans sa loi PPP, à un niveau que j'ai rarement vu dans d'autres pays, sur une obligation d'ouverture du capital des sociétés de projet jusqu'à 34%. Je ne demande pas de faire la même chose parce que quelque part, ça peut être un élément de contrainte, mais la co-traitance et l'obligation d'ouverture du capital sur les projets importants qui atteignent un certain niveau, c'est aussi un levier important qui pourrait permettre d'associer les entreprises nationales et les investisseurs dans les projets qui sont en cours. Juste terminer sur l'élément de solvabilité de la demande. Je pense qu'on l'a montré également. Une des leçons importantes qui est retenue de toutes ces expériences qu'on a vécues au Nigeria, au Kenya, en Afrique du Sud, c'est la demande productive sur laquelle également l'ANSER est déjà en train de travailler. Ne pas forcément adresser en termes de subvention la demande des ménages, mais faire en sorte que quelque part, les projets puissent aussi encourager des activités économiques qui vont susciter une demande beaucoup plus solvable et qui vont permettre d'avoir un effet de levier et d'entraînement sur le développement local. Je vous remercie, monsieur le modérateur. Merci à tous. Le directeur général de l'ANSER va conclure cette session. Merci beaucoup. Juste pour conclure peut-être la session, je vois qu'il y a encore beaucoup de questions qui sont en train d'être posées, mais on ne saura pas tout répondre maintenant. On me fait signaler également, on me signale plutôt qu'en ligne, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent en ligne sur YouTube, sur notre propre page, et bien entendu sur les autres plateformes. Donc il y a également des questions qui sont en train d'être posées et directement écrites. Donc on est en train d'enregistrer tout cela au niveau du secrétariat. Je vais juste mentionner deux choses importantes parce qu'on ne terminera pas cet échange maintenant. La première chose, comme les consultants, notre consultant le disait tout à l'heure, M. Ndiaye Abdoul, nous sommes prêts aussi à cogner au mur. Nous voulons nous cogner au mur parce qu'on n'a pas de choix et on n'a plus de temps. Je vous ai fait remarquer ce matin qu'on a 22 projets en ce moment en cours de réalisation qui vont être livrés en septembre-octobre. Et pour ces projets, on a besoin des privés qui vont prendre les relais pour l'exploitation, la maintenance et bien sûr aussi l'expansion éventuellement. Donc ça va être au cas par cas, bien entendu. Donc nous allons passer à ces étapes. Là, nous sommes en train d'avancer sur les conditions de succès, comme le disait tout à l'heure les chargés de mission de l'UCPP. Les conditions de succès, il a mentionné la préparation. Nous sommes en train de nous préparer là-dessus. Donc préparer dans cette étape, cet atelier, ce n'est pas la première fois sa mission ici. Il est déjà venu ici une fois. Nous avons eu des réunions avec la CERT à ces propos. On continuera les échanges avec la CERT. Nous-mêmes, nous sommes en train de nous renforcer en capacité. Il y a des experts de l'ANSER qui ont été en formation. D'autres sont en train de prendre des voyageurs demain pour la formation. Je crois que j'ai des experts de l'ANSER qui prennent l'avion demain pour également cette formation qui va se passer, je pense, à Paris à partir d'après-demain. Donc, on est en train de se préparer. Nous avons l'appui de l'UCPP qui a aussi des experts en formation pour pouvoir travailler à structurer les PPP. Il a mentionné également les décrets qui est en gestation, qui va être signé bientôt. Donc, on est en train de pousser, de forcer la porte pour qu'on avance là-dessus. La question de la transparence, donc on va définir les modalités pratiques pour pouvoir, ne fût-ce que pour les centrales sur lesquelles nous sommes positionnés, lancer les appels, comment ça va se passer. C'est des discussions sur lesquelles nous pourrons avoir, qui vont commencer incessamment. Et bien entendu, la question de l'accompagnement, nous sommes en train d'avancer sur l'accompagnement. Donc on a parlé de l'UCPP, du fonds Mwinda. Et donc on peut vous rassurer que les discussions vont continuer. On va continuer à vous écouter. Après cette session, demain, nous allons écouter surtout il y a plusieurs panels pour écouter les secteurs privés, pour écouter également des partenaires. Et donc, on est ouvert pour continuer les échanges là-dessus. Mais ce que je voulais dire, c'est que nous avons les 145 territoires qui arrivent avec des projets dans chaque territoire. Nous ne pouvons pas nous permettre aujourd'hui de ne pas dire que ces projets qui sont en train d'arriver sont des cadeaux et que les gens ne payent pas l'électricité. Nous allons faire fausse route et on ne va pas réussir. Donc, on est obligé de se cogner au mur en disant il faut payer, mais alors faire un mauvais PPP, mais améliorer par la suite, qui ne rien faire et laisser les projets entre les mains des ONG
ou des associations qui, excusez-moi de le dire, qui n'ont pas qualité parce que la loi aujourd'hui congolaise ne permet pas aux ONG d'exploiter l'électricité. C'est des entreprises qui doivent le faire. Et donc c'est vraiment l'approche marché que nous sommes en train de préconiser et nous voulons vraiment encourager cela. Donc je termine par dire effectivement que les documents de contractualisation sont en cours de préparation. Ce sont des documents très importants sur lesquels nous reviendrons pour la négociation avec les opérateurs intéressés qui pourront manifester l'intérêt et qui peuvent donc aussi nous envoyer des offres spontanées. On pourra continuer à échanger là-dessus, mais nous sommes en train de finaliser les documents de contractualisation. On a la journée de demain, on a la journée d'après-demain pour continuer encore à échanger là-dessus et nous restons totalement ouverts. Donc c'était la suggestion que je voulais vous faire. Si vous pouvez permettre qu'on passe au dernier panel. Il y a 2 panels qui étaient prévus, mais on ne saura pas les voir, les écouter. Juste le dernier panel qui complète celui-ci parce qu'il s'agit de l'ARE qui va également nous donner un certain nombre d'éléments très, très importants pour pouvoir effectivement aller vers les concessions, parce qu'au-delà de ça, il y a la partie surtout concession qui vous intéresse, surtout vous les entreprises, sur cette base-là. Donc merci beaucoup, si vous permettez qu'on conclue le panel à ce stade ici. Merci beaucoup.